Depuis le studio 4 de l'avenue Ariane à Bruxelles, c'est bon pour une fois. Bonsoir à tous. Bravo. Quel talent. Quel talent. Bel RTL a 3 ans, et c'est à cette occasion que nous faisons cette émission de radio. Et tout de suite, le directeur de Bel RTL, présentateur bien entendu aussi du 18h sur Bel RTL, ex-présentateur du journal télévisé, etc., etc. Eddy de Ville, bonsoir. Vous en êtes un autre, mon cher Meillon. Merci. Alors pourquoi ce succès, les premières questions, pourquoi ce succès de Bel RTL? On va déjà un peu se regarder le nombril. Oui, je pense que le mieux, ce serait de le demander aux centaines de milliers d'auditeurs avant de le demander à nous. Je pense qu'effectivement, la recette que l'on applique à Bel RTL est une recette qui a fait ses preuves ailleurs, et notamment, bien sûr, à Paris, dont les représentants sont éminents ici autour de cette table, avec Max et avec André. Donc, c'est une formule qui a fait ses preuves, que nous avons simplement voulu adapter, parce que la caractéristique essentielle de la radio, c'est avant toute chose qu'elle est proche de ses auditeurs, et c'est ce que l'on a aussi compris, je pense, à la rue Bayard, à RTL en son temps, c'est que la radio RTL elle était faite pour toute la France, et elle n'était pas faite uniquement pour Paris, et donc forcément elle n'était pas faite non plus immédiatement comme ça pour Bruxelles, sauf à une époque où RTL se préoccupait, André et Max se préoccupaient de la Belgique, c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, ce qui nous a laissé une place qu'on a largement prise. On nous reproche d'imiter la rue Bayard, Paris? Écoute, je ne sais pas si on nous le reproche, Hervé, mais enfin, si on nous le reproche, moi je le prendrais comme un compliment. Radio Monte Carlo. Génération Nostalgie. Radio Contact. Fun Radio. France Inter. Bon, messieurs, à tous autour de la table, est-ce que vous êtes naturel à la radio? Est-ce qu'on est plus naturel à la radio qu'à la télévision, André? On est plus naturel à la radio parce qu'on a moins le problème du physique. On a envie en télévision d'être toujours un peu mieux que ce qu'on est en réalité. Donc on est rasé de près, on est maquillé la plupart du temps, on a mis la cravate. En fait, en radio, le matin, je serais incapable de faire de la radio en cravate à 5 h du matin. Donc je crois que la radio, c'est un média chaud parce qu'on est en proximité, en contact direct avec l'auditeur. C'est une personne qui parle à une personne, tandis que la télévision, c'est plutôt une personne qui parle à un petit cercle. On retrouve devant le récepteur de télévision aujourd'hui ceux qui étaient assis, en train de tricoter pour la maman, de lire le journal pour le papa en fumant peut-être la pipe. On retrouvait ce cercle autour de la radio dans les années 50. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu par la tournure du média, justement? Ça a fort changé par rapport au début, la radio. Ça a fort changé pour des raisons d'un manque de volonté de la part... Pensez? Ah, tout à fait. Je veux dire, parce que comme vous avez peu de création en télévision à cause des coûts, et vous n'en avez pas beaucoup parce qu'on a pensé que la télévision ferait le travail de la radio. Résultat, on ne fait plus que de l'information, je trouve ça très bien. Mais finalement, on n'est qu'un relais. Et à part dans des éditoriaux où on donne son opinion sur ce qui se passe, on vous parle 26 fois par jour du Rwanda, je ne pense pas qu'on obtienne les résultats que l'on veut obtenir. C'était de sensibiliser. On se demande même si on ne fait pas le contraire. Au bout d'un moment, on dit ferme, c'est le Rwanda encore. On fait de la formation au premier degré, c'est certain. Tout à fait. Bon, merci. C'est classique. N'empêche que toutes ces voix, on fait de la télé plus tard. Donc ça veut dire que c'est drôle parce que les gens qui font la radio, on s'en fout du physique, n'empêche, tout le monde a fait la télé après. Oui, mais après... Alors c'est marrant parce que c'est un peu votre génération, ça. Maintenant, on voit le truc inverse. Non, alors ta génération, les plus jeunes, toi et moi par exemple, en général, les gens de la télé vont en radio après. C'est ce qu'on voit maintenant. Mais toute la génération, Max, Jean-Claude, Gérard, toi... Oui, mais ça, je crois que c'était une volonté des directeurs de radio, notamment, je vois RTL, et ça c'était l'idée de Jean Ferrand, qui a Dieu sait s'il a eu des idées formidables pour RTL, qui était le grand directeur de RTL. C'est lui qui a fait RTL, vraiment, il faut bien le dire. Et un jour, Jean Ferrand a décidé de ne prendre à la radio que des gens qui étaient connus en télévision, parce qu'il fallait que les gens se représentent. Donc les personnes qui leur parlaient. Mais il y en a quelques-uns qui ont réussi, malgré tout, sans faire de télévision, à se faire connaître, à avoir un visage, à avoir une voix, etc., à RTL, et qui après ont fait de la télévision. Max était une vraie star avant de faire la télé. Oui, mais moi je suis jamais devenu une star en télévision. Non, mais lui, c'est les autocollants qu'on met sur les camions. Non, mais c'est génial. À côté des nanas. C'est génial. Jacques Mercier et Gérard Vallet. Jacques Mercier et Gérard Vallet. Quelle est la grande différence pour vous entre le service public radio et la radio privée? Gérard et Jacques.
C'est-à-dire qu'avant le service public, à partir du moment où il n'avait pas encore la publicité, c'était tout à fait différent parce qu'il pouvait se permettre de ne pas attendre, de ne pas regarder les chiffres avec inquiétude le lendemain. Je pense que c'est un petit défaut du service public que d'adopter la publicité, parce que vous êtes quand même, vous, je regrette... on ne peut pas faire autrement, Gérard. Qui vous a dit ça? Enfin, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Non, je crois qu'il y a une liberté plus grande dans le service public que dans les radios privées. Ah oui, j'ai l'impression. Toi, tu te sens, Jacques, vous vous sentez plus... Tu aussi, oui. Non, il y a un autre... non, mais... vous vous sentez plus libre dans les émissions à l'RTBF que vous le seriez à RTL. Et je le tiens du patron d'RTL TVI lui-même, qui m'a dit un jour, j'ai entendu ce que tu as raconté hier, j'ai vu ce que tu as raconté hier, eh bien, dans ma TV, tu serais mis à la porte immédiatement. On peut savoir ce que vous aviez dit. C'est très intéressant, ça. On avait mis un panneau « Au secours, RTL à l'aide ». Si on avait mis RTB à l'aide ici, eh bien, ça n'irait pas. Non, mais enfin, on avait été assez loin, et il faut dire qu'on peut, on peut aller très loin. À l'époque de Dimanche Musique en radio, on allait, je pense, très loin, tellement loin qu'on a été censuré pendant toute une saison, enfin, etc. On n'allait pas loin. C'était la meilleure saison, d'ailleurs. Oui, c'était la meilleure saison. Oui. Alors, quelques grandes voix qui ont marqué la Belgique. Écoutez plutôt. D'abord, Théo Fleischmann. Le bonheur habite tous les cœurs depuis 4 jours. Bruxelles est délivrée, d'autres villes sont délivrées. Et cependant, parfois, la raison se questionne, cela est-il vraiment possible? Le jour du débarquement en Normandie, en s'adressant à vous, le général Eisenhower disait « Même si le premier assaut n'a pas eu lieu sur votre territoire, l'heure de votre libération approche. Il y a 3 mois de cela, et la libération est là. » C'était en 1944. Radio-télévision belge. Vous avez entendu aujourd'hui 2 programmes, celui du 6 juin 1969 et celui du 6 juin 1944. C'était il y a 25 ans. Les Alliés, à l'aube, avaient débarqué en Normandie. Pour l'Europe, cette fois, c'était le commencement de la fin du cauchemar de l'occupation. La liberté frappait à la porte. Entrez. Allô, chers auditeurs. Luc Varenne. Ici, la route du Tour de France. Le passage au sommet du Tourmalet a vu un exploit du petit Van Impe. Van Impe qui grimpait, rappelez-vous, en compagnie d'Eddy Merckx et de Zoetemelk. Le petit Belge Van Impe a lâché ses 2 compagnons à 3 km du sommet du Tourmalet. Et il leur a pris 1 minute 10 au sommet. D'ailleurs, voici les passages. En tête, le petit Belge Van Impe à 1 minute 10. Eddy Merckx flanqué de Zoetemelk. Voilà, docteur Millet, vous êtes avec nous, docteur Benoît Millet. Est-ce que la voix, prenez un micro madame, est-ce que la voix provoque vraiment l'imaginaire, madame? Sûrement. La voix, c'est la base de la communication et elle crée directement le lien entre celui qui parle et celui qui écoute. Et l'écoute est un élément déterminant dans l'imaginaire. On peut peut-être signaler que le premier caractère de la voix est de définir directement le sexe de l'individu. Je pense en considérant les notions fantasmes qui peuvent y être liées, je pense que oui, vraiment, la voix peut être un élément favorisant une stimulation de l'imaginaire. Madame, docteur Millet, les voix qu'on vient d'entendre sont des voix d'autrefois, entre guillemets. Est-ce qu'elles seraient, ces voix, avec le même timbre, populaires maintenant ou pas? Je pense qu'une belle voix, elle passera relativement toujours, bien que là encore on puisse discuter, parce que les capacités acoustiques qui sont les nôtres se modifieront progressivement en fonction de toutes les agressivités sonores dont nous sommes l'objet. La voix de Bachelier est devenue populaire, justement, comme vous le disiez, grâce au rythme. La voix de Varenne, de Luc Varenne, quelle voix elle est devenue populaire grâce à quoi, à votre avis? Je pense que ce qui caractérise la voix de Luc Varenne, c'est sa passion. La passion qu'il met dans son geste. On sent que c'est une voix qui est animée d'une densité physique. La voix est dépendante de mécanismes musculaires. Je pense que là, il y a certainement une grosse tonicité, peut-être exacerbée, qui peut, dans certains cas même, amener un peu ce caractère éraillé qui était le sien. Mais la rapidité. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. L'élocution était extraordinaire. Ouais. Et c'est un des éléments essentiels dans la qualité de la voix. Luc, vous êtes là? Luc, vous m'entendez? Oui, je vous entends très
très bien. Vous êtes chez vous à Cannes, Luc Varenne. Est-ce que vous étiez, mon cher Luc, tout en vous remerciant d'être avec nous, est-ce que vous étiez conscient de votre succès à l'époque, Luc Varenne? De votre quoi? De votre succès? De mon succès? Oui. Écoutez, ça c'est un peu... pour moi, c'est une bonne question. Naturellement, ça fait plaisir, mais elle est difficile. Hein. Si j'étais conscient de mon succès, en ce sens que, mon Dieu, chaque fois que j'arrivais quelque part, je ne devais tout de même pas trop me présenter. Hein. Sauf au début, naturellement, il n'y avait pas de télévision, on ne me connaissait pas, on ne m'avait pas vu, on n'avait fait que m'entendre, et ça, on me reconnaissait à ma voix. Encore maintenant, malgré mes 80 ans, je crois qu'on reconnaît ma voix, non? Bien sûr, Luc. Est-ce que ce ton que vous avez eu à la radio, vous l'avez inventé pour la radio? Est-ce que vous l'aviez déjà dans la vie privée? Comment dites-vous? Le ton que vous avez eu à la radio. Le ton, écoutez, je me suis trouvé la première fois devant le micro. Je ne parle pas de ce que j'ai fait à Londres pendant la guerre. Non, ce n'était pas du tout le même style, hein, vous vous imaginez. Quand on disait les Belges vous parlent de Londres et que je faisais l'émission depuis le 6 novembre 43 jusqu'à mon retour à Bruxelles en 44, personne ne savait d'abord qui j'étais, puis je ne parlais pas comme dans un match de football ou un Tour de France. Hein. Mais alors, naturellement, le ton, je l'ai eu. Quelqu'un m'a demandé ça, je ne sais pas. C'est drôle, c'est la deuxième fois qu'on me demande comment ça se fait que vous aviez ce ton-là. Mais c'est vrai, mais écoutez, ce ton, on m'a mis un micro devant moi. Heureusement hein, que j'avais un micro, parce que c'était lui qui me soufflait ce que je devais dire. Mais enfin, alors, j'ai commencé un match de football, je ne savais pas du tout si je pouvais faire un reportage de football. Et alors, je me suis trouvé pour la première fois au stade du Dering en 45. Et on m'a dit, allez, c'est à vous, Luc Varenne. Et j'ai raconté un match de football. Et puis, on a trouvé que je parlais vite, que j'avais un ton emballant. Mais moi, je ne le savais même pas. Mon cher Luc, quelles oreilles avez-vous sur la radio d'aujourd'hui? Le regard. Oui, le regard, oui. Votre regard, donc, sur la radio d'aujourd'hui. Oui. La radio d'aujourd'hui. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Oui. Je crois que j'ai eu le bon temps. Luc Varenne, dernière question. Est-ce que la radio vous manque à 80 ans? Mais oui et non. Elle me manque naturellement parce que quand on a pratiqué un sport comme celui de la radio pendant 40 ans, ça fait tout de même une habitude difficile à oublier. Donc ça c'est difficile. Et elle ne me manque pas parce que je fais des reportages pour moi tout seul. On vous applaudit, Luc Varenne. Merci beaucoup. Nous allons foncer tout de suite à Paris, rejoindre Macha Béranger, une des grandes voix de France Inter. Macha, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre voix déjà enchante ce studio, Macha. Combien de temps que vous êtes la confidente de la nuit sur Inter, sur France Inter? Eh bien, très exactement, 17 ans et 4 mois. Je ne suis pas encore majeure. Est-ce que c'est votre drogue, la nuit, Macha Béranger? La nuit est ma drogue et la radio est ma drogue, bien sûr. Vous adorez la radio qui parle, la radio des confidences? J'adore la radio dialogue avec l'auditeur, oui. Et qu'est-ce que les auditeurs vous disent chaque soir? Est-ce qu'ils arrivent à se régénérer dans leurs mots? Vous savez, on parle de tellement de choses. Je dis toujours que c'est le plus grand magasin du bon Dieu parce qu'en fait, on parle de toutes choses, de tout sentiment. On me demande des services, on me raconte des histoires, on me confie des bonheurs, on me confie des chagrins, on me confie aussi des rêves, des passions, des voyages. Alors, c'est une immense conversation qui est vraiment renouvelée chaque soir et c'est un théâtre extraordinaire chaque nuit. Votre vie sans radio serait-elle possible? Non. Pas pour l'instant. Je Et ne vos vois nuits? pas ma vie sans radio. Et vos nuits non plus? Non, je ne me vois pas du matin parce que je crois que peut-être que je bercerais trop les gens, ils auraient envie de se recoucher. Mais je ne vois pas ma vie sans la radio et sans la nuit à la radio. Je ne pense pas en faire à d'autres horaires, mais enfin, on ne sait jamais. Merci, Macha Béranger. Alors c'est vrai, on parle de la nuit, et c'est vrai, Max Meignet, que vous avez été un homme de la nuit avec ces routiers sont sympas. L'aventure a duré combien d'années? 13 ans. 13 ans. Exactement. C'était la radio de la solidarité, vous avez lancé un peu la formule de la solidarité, non? Oui, je ne sais pas si je l'ai lancé, mais je pense que la radio que j'ai eu la joie de faire, le privilège de faire, je crois que ça correspond bien à l'idée que je me fais de la radio, c'est-à-dire c'est une sorte de triangle, une sorte de triptyque, où c'était quoi faire la radio la nuit? C'était d'abord divertir les gens, de les informer sur ce qui se passait,
et puis de les aider, quoi, une radio de service. Et les trois mélangés, je pense, faisaient une radio très, très vivante, c'était la vie. Mais qu'est-ce qui a fait le succès de cette émission, le succès de cette forme de radio? Je crois que ce n'est pas l'animateur qui en fait le succès, ce sont les... C'est vrai, je ne dis pas ça par démagogie, mais ce sont les auditeurs, je veux dire, ces routiers, tous ces gens qui m'appelaient des quatre coins de France, de l'Europe, presque du monde, la nuit, tous dans des problèmes heureux, malheureux, comme pour ma chère, mais des problèmes très, très pratiques. Je veux dire, ça donnait une espèce de dimension. Et les gens qui écoutaient cette émission n'étaient pas du tout ce qui a fait aussi le succès de l'émission, qui aurait pu apparaître comme une émission corporatiste, mais pas du tout. Parce qu'il y avait les routiers, bien sûr, qui l'écoutaient parce qu'elle les concernait directement, mais il y avait tous les gens qui n'avaient rien à voir avec la route et avec les routiers qui l'écoutaient, parce que je pense que la nuit, les gens qui écoutent sont des gens seuls pour différentes raisons, soit parce qu'ils sont jeunes, ils font des études, ou des personnes âgées, ou des personnes malades, ou des gens qui travaillent. Et il s'évadait grâce à la radio, et je pense que là, c'est là où la radio est très très forte. C'est quand un type appelait je ne sais d'où, moi d'Amsterdam ou de Bruxelles, il n'y avait pas besoin de caméra, on voyait Bruxelles, on voyait Amsterdam, on se rendait compte d'où il appelait, tel bistrot, etc. Vraiment, la radio crée des images. Et ça, je trouve, c'est la grande force de la radio, de créer ces fameuses images qui ne sont pas imposées, de laisser l'imagination des gens faire son travail. Et vous vous souvenez d'un jour où quelqu'un a mis un pistolet sur votre tempe? Oui, mais ça c'était une péripétie. On va d'ailleurs revoir cet extrait. Écoute, regardez plutôt. Mais qu'est-ce qu'il fout chez Max, lui? Regarde Tarzan. Eh bien, il a un flingue, il est en train de le braquer, appelle la direction. Allô, la sécurité? Appelez Faron, il y a un gros problème chez Max. Les rares employés et journalistes encore présents se rendent immédiatement au studio. Donc il est là. Il a tiré? J'en sais rien, j'ai rien vu. Bon bah qu'est-ce qu'il fout ton patron? Ça commence à faire long. Il t'appelle comment? Jean Faron. Mais écoute, il n'est pas encore rentré chez lui, il peut pas rappeler si ça se trouve. Je viens de recevoir l'ordre de vous diffuser ce message après tractation entre ce monsieur et la direction de RTL. Ce monsieur exige deux choses. D'une part que je lise ce message, et d'autre part, il veut avoir une demi-heure d'antenne à l'ORTF sur les 3 chaînes de la télévision le matin. Je ne sais plus quel humaniste prétendait que la France se divisait en 50 millions d'habitants. Malheureusement, toutes les opinions se rejoignent aujourd'hui et s'accordent au moins sur un point, rien ne va plus. Voilà, quel souvenir, Max, hein? Oui. Alors, il faut bien préciser qu'effectivement, vous l'avez inscrit sur l'image, c'était la bande originale, ce qui s'est passé, c'était ma voix, mais c'était une reconstitution. Effectivement, c'est pas vous dans le film. Non, c'était comédien. Alors, est-ce que ça marque une carrière, ça marque une vie, cela, ou pas? Oui, c'est un souvenir qui a été très fort, et c'est un souvenir qui était dramatique en soi, et qui finalement, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est vrai qui a été pour moi, qui m'a lancé finalement dans le métier, parce que c'était tout à fait au début des routiers sont sympas. Je faisais l'émission depuis 2 ans, simplement j'étais encore très, très peu connu, et comme ce fait divers a pris beaucoup de place, ça a duré toute la nuit, puisqu'on est resté comme ça pour en otage toute la nuit, jusqu'à 5 h du matin, avec ce pistolet, cette grenade, etc. Finalement, tous les médias sont venus à RTL, tout est passé toute la nuit, et passé intégralement sur les antennes, et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup connaître, mais enfin, c'était pas le but recherché, quoi. Max Meignier, on dit que ce métier, la radio, a usé un peu votre santé, c'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Je sais pas, non, je pense pas que ce soit la radio. Bon, c'est vrai, j'ai de graves problèmes de santé. C'est la raison pour laquelle j'ai dû stopper les routiers, parce que je pense que ça durerait encore. Cela dit, maintenant, je pourrais les refaire, parce que j'ai retrouvé la santé. Mais vous savez, ce qu'on appelle les facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, c'est la cigarette, c'est ça, etc. Et puis, c'est le stress. Et c'est vrai que il y a un stress, comme disait le docteur tout à l'heure à propos de Luc Varenne, qui avait cette espèce de force extraordinaire quand il commande quelque chose. On donne beaucoup. Et je pense que ça use, mais ça vaut le coup de payer le prix, parce que c'est ce qui fait que c'est formidable. Alors, autre homme du soir, Dimanche Musique, pendant des années, ça a commencé en 66. Jacques Mercier avec Stéman. Oui, par hasard. C'est un nouveau ton quand même pour la Belgique, cela. Oui. Je sais pas, je regarde Jean-Claude et Gérard qui étaient là avant, mais disons que c'était libre. Enfin, je parlais tout à l'heure de liberté, mais c'était... on épousait peut-être les années 60, les Golden 60s, comme on a dit. Et ce qui est vrai, c'est que
on arrivait en début de semaine en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de fou dans l'émission de dimanche prochain. Et tout était possible. Il y avait le cirque Bouglione en face de la place Flagey. On disait bah, on va aller dans le cirque, on va tirer des fils. Mais ça, c'est une chose. Mais la deuxième, c'est que peut-être on a ouvert une porte contre une forme de censure. On a reculé certains tabous. C'est qu'on parlait d'histoires un peu plus osées. C'était la dernière heure, on l'appelait l'heure 23-24. Il y avait une petite fiancée des ondes qu'on essayait de séduire. Puis il y avait des séquences que j'aimais bien, c'était si vous avez l'esprit mal tourné, tout est dégueulasse dans la vie. Et j'ai repensé à 2-3 choses comme ça, et c'était pas mal inventé finalement. Je le dis parce que c'était pas moi, c'était Stéphane, mais par exemple la chanson J'ai ta main dans ma main de Charles Trenet. Alors, c'était l'époque des Schtroumpfs, le début des Schtroumpfs de Peyo. On disait, vous remplacez par Schtroumpf, hein, le langage Schtroumpf. Alors, quand vous chantez ça et que vous avez l'esprit mal tourné, hein, ça donne... J'ai ta Schtroumpf dans ma Schtroumpf, je joue avec tes Schtroumpfs. Vous voyez, si vous avez l'esprit mal tourné, tout est... Voilà. Alors, et dites-vous, vous n'avez pas l'esprit mal tourné, est-ce que vous écoutiez, vous, Dimanche Musique? Oui, absolument. Oui, c'était une belle époque, c'est vrai. Je m'en souviens tout à fait. C'est vrai que ça a marqué la radio ici en Belgique quand même. Il y a quelqu'un qui est assez âgé qui m'a dit bah, j'écoutais quand j'étais plus jeune et ça me faisait, il m'a rappelé un souvenir qui était fabuleux, ce qu'on pouvait faire à l'époque comme invention, c'est-à-dire qu'il voulait, tout le monde écoutait et il voulait souhaiter l'anniversaire, un bon anniversaire aux surveillants qui étaient au bout du dortoir. Alors on s'était téléphoné, on avait donné un code et à un moment donné, au moment du top, tout le monde mettait à plein volume son transistor et nous en studio on disait bon anniversaire monsieur. Et le gars, belle idée, sympa. Vous n'avez jamais eu l'envie de passer le cap, Jacques Mercier, c'est-à-dire quand les radios privées ont éclaté, vous n'avez pas eu envie de quitter la RTBF et de partir dans une autre aventure radio? Est-ce l'amour de la RTBF ou l'amour de la radio pour vous? L'amour du service public. Je suis hélas resté boy scout et je veux rendre service et être utile. Et quand se mêle un côté commercial, ça me gêne un peu. Un petit peu. Oui, si, Jean-Claude, c'est comme ça. Vous écoutez encore la radio? J'écoute, j'ai écouté, comment ça s'appelle le matin, là avec Hervé Meillon. Oui, je prends des notes pour pouvoir en rire sur antenne. L'animateur le plus con de la radio, c'est pas Jacques Mercier, c'est le plus con de la FM, c'était Arthur, rappelez-vous, il était sur Fun Radio. Arthur maintenant est sur Europe 1. Nous avons été l'enregistrer la semaine dernière à Paris. Regardez plutôt. Ça fait du bien. Alors, 16 1 42 32 32 32, si vous avez lu Télé Loisirs, appelez-nous. Je suis assez déprimé par la tronche que j'ai. En plus, j'ai un quadruple menton. Allô? Oui, bonjour, pourrais-je avoir le marketing, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous entendez par marketing? Les gens qui font l'achat d'espace. La vente d'espace? L'achat d'espace. Ah, la promotion. Alors, c'est le service diffusion. Vous n'êtes pas du tout dans le bon département, là. Ah bon, bah, écoutez, vous ne quittez pas, s'il vous plaît. Merci, je vous les passe. Merci, et rajoute des connards à la fin. Je ne sais pas s'il y a un style Arthur, il y a un style qui est le mien, qui est d'être le plus naturel possible devant mon micro quand je fais mon émission de radio. On peut peut-être, je ne sais pas si c'est prétentieux, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a un style Arthur, puisque quand on écoute les autres radios, on s'aperçoit que j'ai des fils illégitimes qui naissent un peu partout, mais je n'en suis que flatté. Patrick Bruel dans le profil bas, mais c'était pas le profil qui était bas, c'était le cul. Je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas un gros bosseur à la radio. Donc il y a deux solutions quand vous démarrez la radio. Soit vous faites des émissions ultra préparées où tout est calculé, soit comme moi je l'ai fait parce que je suis un peu fainéant, vous faites des émissions qui tournent autour de votre personnalité et d'un style d'animation qui est de... Vous entendez la perceuse là peut-être, je sais pas si vous l'entendez, parce qu'ils sont en train de faire un trou au cas où on doit s'enfuir à la fin de l'émission, donc ils préparent un trou pour un tunnel de secours. Non, je disais que en fait le style c'est un style qui est naturel, qui j'ai rien inventé. Hein. Aux États-Unis, ça fait des années qu'ils le font. En France, il y a 10 ans, il y avait un type génial qui s'appelle Mahler qui le faisait. Donc, disons que j'ai travaillé mes défauts plutôt que mes qualités, quoi. Attendez, que ce soit clair, ce n'est pas moi qui envoie les auditeurs sur les autres radios, parce que les mecs vont foutre la zone sur les autres radios, et ils disent que c'est moi qui leur dis de foutre la zone. Je respecte le travail de mes confrères. C'est très important. Je pense que j'ai dû enfoncer quelques portes, ouais. Disons que j'ai été dans la nouvelle vague d'interactivité qu'on voit aujourd'hui sur les FM. Je dois être le précurseur de ceux qui ont commencé à prendre des auditeurs en ligne, les maltraiter un peu et dire un peu ce qu'ils pensent. Ouais, je pense que j'ai été le premier, mais j'ai été rattrapé par d'autres et qui le font très bien aussi.
Plastique Bertrand, vous appréciez Arthur ou pas? Non, moi j'aime beaucoup Arthur, j'aime bien ce que fait aussi Diffoul et Doc. Je trouve qu'il y a vraiment un langage aujourd'hui, il n'y a pas ce langage radio en poulet, un peu ce qu'on écoutait dans les années 40 depuis Londres. Je pense qu'il parle comme on parle, quoi. Je pense que c'est la radio vivante, une radio vraie, quoi. Pierre Bellemare, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous nous avez entendu à Paris, Pierre? Ah, très bien, très bien. Bonsoir d'abord, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez d'Arthur? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération de la radio, Pierre Bellemare? Eh bien, je vais le redécouvrir dans peu de temps parce que j'écoute assez peu la radio aujourd'hui. Mais par contre, je vais participer à son émission de télévision qu'il démarre sur France 2. Ouais. Alors, vous êtes, Pierre Bellemare, l'homme des jeux, l'homme des histoires à la radio. Vous êtes resté sur Europe 1 pendant combien d'années, Pierre? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Non, j'ai arrêté en 86 et j'ai dû commencer en 55. Est-ce que vous avez évolué, vous Pierre Bellemare, avec la radio ou pas? Oh non, je suis resté la bête des cavernes que... Non, moi, vraiment, le cavernicolo, comme disent les Italiens. Non, je sais pas. Non, mais ce que disait Arthur, il avait raison, parce que dit Max Meignet, que je salue d'ailleurs entre parenthèses, car nous avons été dans le... Il vous salue tous. Il vous salue. Dites bonjour à Pierre, papa. Bonjour, Pierre. Non, mais je veux dire par là que, moi, ce qui m'amuse, c'est d'être aujourd'hui et de faire ce que je fais aujourd'hui. Alors j'ai sans doute évolué parce que le fait de faire de la radio fait qu'on doit être dans son temps. Si on n'est plus dans son temps, ben, c'est que c'est fini. Alors, et tout naturellement, on vous fout la porte. Et c'est logique, je veux dire par là. Donc tant que vous y êtes, eh bien, vous ne vous rendez pas compte finalement de votre évolution. Vous évoluez au même rythme que la vie, quoi. Donc vous avez un parcours radio énorme, Pierre. Vous avez touché aussi à la télévision. Entre la radio et la télévision, si on vous demandait un jour un choix? Sans aucun doute, je dirais que je préfère la radio. Parce que la télévision, la télévision avait aujourd'hui, bien sûr, la télévision de Christophe de Chavannes qui m'a fait un cadeau formidable pendant 2 ans. C'était en effet une télévision beaucoup plus en liberté parce qu'il n'y avait plus cette sorte d'engoncement des 2 ou 3 caméras ou de la caméra, comme c'est mon cas actuellement. Vous en avez qu'une là. La caméra devant moi. Bon, mais je veux dire par là, il y avait 12 caméras, 25 caméras, je ne sais pas combien il y en avait. On se fichait complètement des caméras, c'est le réalisateur qui nous attrapait là où il pouvait. Bon, ça a été une expérience extraordinaire. Mais malgré tout, la télévision, dans le côté classique, reste quand même relativement cadrée, figée, dans des plans bien précis. Et c'est quand même cette privation de liberté qu'il n'y a pas à la radio, c'est bien évident. Voilà. Alors les histoires, ça fait partie de l'imaginaire des gens. Et vous jouez sur l'imaginaire, vous jouez comment quand vous racontez vos histoires? Vous les créez comment? Une histoire ne peut vivre que si on fait entrer les gens dans ce monde imaginaire. Il est certain que moi, je raconte mes histoires en les vivant complètement. Je sais que j'en fais, comme l'on dit, en termes de métier. J'en fais, parce que je me laisse emballer par mes personnages, et donc je dois être assez Nicholson, quoi, en quelque sorte, dans mes interprétations. Bon. Tout à fait. Hein, mais cela dit, je pense que c'est ça qui a plu, et puis finalement, c'est moi. Et je ne vais pas me forcer à faire ça autrement. Donc j'y crois, et je rentre dedans en y croyant, et c'est parce que j'y crois que je crois que l'univers se construit. Alors je joue des paysans, des petits-enfants, des femmes mariées, je joue tous les personnages, et à chaque fois, j'y crois, voilà. Est-ce que vous croyez que la radio, ce sera ma dernière question, Pierre, la radio a encore un avenir? Oh, totalement, totalement. Vous savez, je me souviens de Lucien Maurice, qui a été l'un des grands patrons de la radio à Europe 1, vous le savez, qui avait commencé la télévision comme sonorisateur, enfin bref, peu importe. Lucien, donc, qui nous a quittés, hélas, tragiquement, avait dit, donc, il y a plus de 20 ans, 25 ans, m'avait dit un jour comme ça, tu sais, la radio c'est foutu. Parce que c'était la télévision commençait à manger l'écoute du soir de la radio. Mais c'était entièrement faux. Bon, moi je suis un accro de radio, par exemple, très ciblé. Il est certain que le succès de France Info, par exemple, est une indication très nette d'un nouveau style de radio. Je pense que plus ça va aller, plus les radios ont des formats de plus en plus précis. Et je pense que ça a un avenir considérable, au contraire. On vous applaudit, Pierre, et on vous remercie. Pendant ce temps, on va lancer de la publicité. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie. À la reprise des hostilités, la radio, il était une voix aujourd'hui dans C'est bon pour une fois. Ben voilà, applaudissez Francis Lemaire, qui vient de faire son entrée. Francis Lemaire, le patron dynamique de Radio Contact. Alors, Jean-Claude Ménessier, 48 81 00. C'est vrai que ces chiffres restent liés à votre carrière quand même radiophonique, non? Non, ce qui est lié, je peux l'avouer maintenant, c'est, après avoir entendu Pierre Bellemare, c'est avant tout Radio Luxembourg. Car vous avez débuté à Radio Luxembourg? Non, moi je suis un enfant, un auditeur, de Radio Luxembourg, et mon idole c'était Zappy Max. Oui.
Donc, petit garçon, j'écoutais aussi sous l'oreiller la radio. Bon, j'ai 60 ans maintenant et j'en suis fier. Je marche encore, je parle encore, je travaille encore. Mais tous ces souvenirs, enfin, tout ce que vient de raconter, par exemple, Pierre Bellemare, pour moi aussi, c'était une idole. Max Meignier, tout à l'heure, moi, je ne lui avais jamais parlé, mais il faisait partie de mes soirées. Et à certains moments, on dit la radio, est-ce que c'est fini? Est-ce que ça a encore un avenir? Mais bien sûr que ça a un avenir. La radio est très importante. Et le docteur parlait tout à l'heure. Bon, moi, on a toujours dit que j'avais une voix équivoque. On ne savait pas si c'était un monsieur ou une madame qui causait dans le poste. Mais 60 ans après, on peut le dire. Non, physiquement, maintenant vous êtes un homme. J'ai des enfants, donc tout va bien, merci. On applaudit ce scoop. Mais c'était des voix graves, hein. C'était des voix graves jusque-là. Mais oui, moi j'ai eu l'honneur de travailler sous Fleischmann. Donc les débuts de la radio et finalement 1948-49, je faisais Radio Jeunesse. Alors, quand on me raconte toutes ces histoires, moi j'ai envie de pleurer maintenant parce que je dis, mon Dieu, que c'était le bon temps. Alors, je regarde aussi la télévision, mais je signalerai à votre directeur des programmes que je vous écoute en radio sur la mire de mon téléviseur. C'est-à-dire que finalement, j'écoute la radio à la télévision. Mais j'adore cette radio. Oui, vous avez passé tout à l'heure, on a entendu Luc. Mais c'est merveilleux ce que j'ai pu vivre avec Luc Varenne. Mais les gens croyaient que nous étions amis comme cochons. Non, et finalement, autre scoop. Mais oui, autre scoop. Jean-Claude, est-ce que vous avez été en manque à un certain moment de la radio ou pas? Vous avez arrêté il y a combien de temps la radio? 25 ans maintenant. Il y a déjà 25 ans. Vous avez arrêté ou on vous a arrêté? Ça, c'est une histoire très confuse. On ne m'a pas fichu à la porte. Pour dire la vérité, je me suis planté, j'ai voulu en faire trop, et Gérard et témoin, on m'a laissé faire trop de choses. C'est-à-dire que même aspirer le tapis, j'ai fait. Donc, finalement, cette maison, c'était ma maison, et je suis entré en radio comme on entre en religion. Parce que c'est ça, hein. Il ne faut pas croire que... C'est cela votre définition du métier? Ah, pour moi, c'est ça. On entre en religion. On est en contact permanent avec l'auditeur, mais faites ça dans votre cuisine sans l'émetteur, mais vous servez à rien. La grande invention, finalement, ce sont les ondes, la transmission des ondes. Et le docteur disait tout à l'heure une voix. Bon, une voix. Mais si vous n'avez personne qui écoute, effectivement, votre voix ne sert à rien. Par bonheur, à ce moment-là, il n'y avait pas la concurrence de la télévision, il n'y avait pas toutes les autres radios. Aussi, André Torrent, votre parcours, c'est RMC, c'est Europe aussi, vous avez été sur Europe. Hein. J'étais journaliste à Europe. Ouais. Et puis, vous avez débuté, la légende dit bien, je crois que c'est vrai, vous avez débuté par ce reportage à l'innovation qui brûlait, c'est ça? Oui, absolument. Enfin, c'était malheureusement, quand on veut être journaliste, on n'entre pas toujours par la grande porte, et quelquefois, on entre grâce à un scoop. Et un scoop, c'est forcément toujours une information dramatique, parce qu'on était le premier sur place, ou parce qu'on a ramené un très bon document, et parce qu'on a surtout été le premier à pouvoir le transmettre. C'était le cas, malheureusement, pour les quelques 300-400 personnes qui sont mortes dans l'incendie d'innovation, mais ça a été pour moi le laisser-passer qui m'a permis d'ouvrir les portes d'Europe numéro 1 à Paris. Et puis après, la grande aventure RTL, car votre maison, votre famille, c'est RTL. Ah, c'est RTL, oui. Alors dites-moi, André Torrent, c'est quoi l'esprit RTL de là ou d'ailleurs? L'esprit RTL, on le voit, on l'entend à travers la génération d'animateurs, de Maurice Favière à Max Meignier. Aujourd'hui, les animateurs des voix nouvelles qui viennent rejoindre les anciennes. C'est un petit peu les couches sédimentaires qui s'additionnent les unes aux autres, mais ça fait partie de l'histoire de la radio. Je crois qu'il y a peut-être un ton RTL qui est un ton de convivialité, de respect de l'auditeur et de présence de l'auditeur à l'antenne le plus souvent possible. Il y a une interactivité permanente. Et vous pensez que c'est ce qui fait la haute fidélité du public à RTL? Je crois que c'est ce qui fait le succès de RTL, c'est aussi ce qui fait le succès de Bel RTL. Mais nous, on arrive dans l'histoire de la radio qui a commencé avant nous. Moi, j'ai eu envie de faire de la radio parce qu'un jour, j'ai vu Jean-Claude Ménessier, il avait 14 ans, il animait les jeux de plage à Coxide, à La Panne. Il était tout seul devant son car podium, il animait des courses de voitures à pédales avec Torque, Apollinaris et Spirou. Et ça m'a paru fantastique, ce qu'il faisait d'un micro, la manière dont il s'en servait. Après, je l'ai retrouvé à la radio. Luc Varenne, bien sûr, c'était une grande voix de l'époque. Et ma première maquette de radio du matin,
alors que personne en radio ne m'avait encore engagé. Je l'ai fait écouter à Gérard Vallet. Alors Gérard Vallet, vous vous souvenez de cela? Oui, oui, je m'en souviens. Ça me semblait un peu amateur. Vous ne l'auriez pas engagé en Non, mais c'est-à-dire non, il avait des admirations que je ne partageais pas, peut-être. Hein. Oui. Oui, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous sentez, Gérard, en décalage par rapport à ce qu'André fait, ce que les autres font actuellement en radio? Absolument pas, mais je pense qu'il y a un choix dans la radio que l'on veut faire. Il me semble que l'on a tendance à parler d'une seule radio, et il y a quelques oiseaux qui ont inventé le mot proximité, et sous prétexte d'être proche, très proche, on se dit on va être au niveau du public. Or, je pense qu'il y a aussi une radio qui peut rester une référence. Je veux dire que vis-à-vis de l'étranger, par exemple, dans la capitale de l'Europe, c'est peut-être intéressant d'avoir une radio qui représente une contrée, un pays, une ville. Et je ne vois pas pourquoi on s'intéresserait à des minorités qui aiment le sport ou le sexe et pas à celles qui éventuellement aiment autre chose. Vous avez des écrivains, des créateurs. Où trouvent-ils aujourd'hui une place? Mais je vois que Mémène et Sophie Garel est en place. Sophie Garel? Vous m'entendez? Vous avez tout compris, je suis là. Où êtes-vous? Vous êtes merveilleuse, il y a longtemps que je ne vous avais pas vu, Sophie Oui, Garel. le merveilleux, je le tiens beaucoup, là. Oui, d'accord. Alors, dites-moi tout. Alors, Sophie Garel, vous étiez la deuxième voix, je veux dire. Vous avez fait tellement équipe avec Fabrice que c'était pas gênant comme ça d'être la deuxième voix, non? Alors, la deuxième voix, c'est souvent l'écho, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, la deuxième voix, je ne sais pas ce que ça veut dire, la deuxième voix. En fait, on a eu ensemble une véritable histoire d'amour radiophonique. En dehors de la radio, il n'a pas voulu. J'ai insisté, j'ai couru, mais il court plus vite. Mais en ce qui concerne la radio, ça a été génial, c'était une vraie rencontre miraculeuse. C'était une partie de ping-pong. Mais on s'est étonnés nous-mêmes. Dans la vie, nous sommes des gens assez banals, surtout lui. Mais enfin, nous sommes des gens sans grand intérêt. Mais quand le micro ou la caméra s'allumait, paf, on avait quasiment du génie. C'est vous dire, ma mère. Non, c'est vrai. Alors voilà, ça c'est ça le truc entre nous. C'est que je ne l'ai jamais retrouvé avec quiconque. Bon, j'ai eu d'autres partenaires délicieux, à la ville comme à l'écran, mais en radio et en télé, c'était un truc génial. On arrivait avec nos soucis, nos histoires de bonnes femmes, de gars, de gosses, de marché. C'est pour ça qu'il m'appelait Mébène, parce que mes préoccupations majeures, c'était quand même de faire la choucroute garnie le soir, ou la paella. Mais donc, on a refait La Famille du Raton à la radio, avec, mais en direct, c'est-à-dire en racontant, en faisant aussi du Ménie-Grégoire, dans des places à ma petite camarade de jeu. C'était, on racontait notre vie. Mais on s'étonnait. Alors, on se faisait rire, on se surprenait l'un et l'autre. Et je crois que c'est ça le truc que nous avons eu, la chance que nous avons eue. Sophie Garel, Mémène, est-ce que les femmes ont une place suffisante à la radio, à votre avis? Une place suffisante à la radio. Non, si la question vous embête, vous n'y répondez pas. Non, c'est pas qu'elle m'embête. Si, je le sens bien. Beaucoup. Je veux dire, une femme... Je trouve que c'est formidable de faire de la radio. Moi, j'ai eu un bonheur fou à faire ce métier-là, parce que autrement, c'était institutrice à Oran ou vedette à RTL. J'ai préféré vedette à RTL. Mais je pense avoir eu une chance énorme d'avoir été élue, d'avoir été là et d'avoir duré si longtemps. Quel est votre meilleur souvenir de radio, pour terminer? Mon meilleur souvenir de radio, j'en ai des kilos. Hein. Si vous avez un moment, vous venez à la maison, je vous raconterai ça. Mais eh bien, qu'est-ce que vous pensez de dimanche, vers 22 h? Dimanche à 22 h, mais alors, je vous dis, le rôti sera froid. Hein. Merci, Ménie. Merci, Sophie. Je vous embrasse. J'embrasse Jacques Mercier, surtout. Voilà, alors cher André Torrent, c'est vrai que vous étiez passionné de musique, tu es passionné de musique toujours, c'est vrai que tu as animé de nombreuses années les hit parades. Qu'est-ce que tu penses des radios musicales? Et ici, nous avons Francis Lemaire qui représente Radio Contact. Je pense que justement, ça fait partie de l'offre et du pluralisme de l'offre. Parce qu'il y a des moments où on a envie d'écouter quelqu'un qui raconte une histoire, on a besoin d'une présence. Moi, j'écoute toujours la radio en voiture quand je suis seul, j'écoute jamais la radio en voiture quand je suis accompagné, mais j'ai besoin que quelqu'un me parle. J'écoute pas de cassette, j'écoute pas de musique préenregistrée, j'ai besoin que la vie entre dans mon véhicule. Et quand je suis seul, j'ai besoin de la radio. Alors, selon les heures, c'est une radio qui me parle, dont j'ai besoin, et puis quelquefois aussi, c'est simplement de la musique, parce que je dois faire des trucs qui collent pas avec une écoute attentive pour de la parole, et la musique est un fond sonore agréable. Alors, il ne faut pas réduire la radio à un fond sonore. Il y a des tas de radios qui font tapis musical, qui sont d'excellents fonds sonores, mais ça n'est pas de la communication. Alors, Énergie et Radio Contact chez nous. Alors, est-ce que c'est de la radio, Francis Lemaire, ou du jukebox? C'est sûrement pas du jukebox, puisque bon, moi aussi, je vais faire un peu de nostalgie, sans jeu de mots, puisque bon, dans les années 80, on avait toutes ces bonnes radios que vous avez évoquées. On avait énormément de blabla, on avait énormément de bons conseils et tout ça qui était très correct. On avait des opérations
comme 48-80-00 et tout ça, c'était magnifique. Et puis un jour, je me suis quand même dit, mais où est la musique dans tout ça? Parce que bon, peut-être que maintenant, que ce soit le service public ou même les chaînes de variété, appelez-les comme ça, on met un peu plus de musique qu'avant, peut-être quand même. Mais à l'époque, on ne faisait plus que parler. Et puis finalement, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas de la musique tout simplement? La musique que les gens aiment. Alors ce qui est dingue, c'est qu'en 80, quand on a commencé la radio, on avait effectivement très peu de moyens, 14 mètres carrés pour tout faire, on n'avait pas un franc en poche. Et bien après 6 mois, on va dire 15-20% de la population à Bruxelles écoutait la radio. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on faisait de la musique. Monsieur Ravallet, Jacques Mercier, vous écoutez Radio Contact de temps en temps? Oui, de temps en temps. De toute façon, il ne fait pas partie du profil. Donc... Ah non, je ne peux pas. J'ai plus de 45 ans. Oui. Non, moi, j'écoute Radio Contact, mais on fait quand même on fait une erreur en parlant de radio musicale. Il ne faut pas oublier que chaque tranche que l'on passe de 3 minutes, ça a demandé un boulot fou à ceux qui ont fabriqué ces 3 minutes, et ça, on oublie ça. Et ce sont d'autres qui récupèrent ce travail en mettant des disques les uns derrière les autres et en parlant au milieu d'une façon relativement anonyme. Parce qu'aujourd'hui, mes confrères sont des noms derrière des voix. Tandis que dans des radios comme Radio Contact, on peut mettre un présentateur à la place d'un autre, sauf exception, et on ne s'en aperçoit pas. Je veux dire qu'on arrive à annuler la personnalité des présentateurs. Sans doute. Il y a des chances. Alors vous connaissez les radios, vous les écoutez, vous connaissez leurs jingles. Est-ce que vous avez déjà vu les portes de ces radios? Tiens, on a été filmé à Paris, regardez. Elle est celle du chômage pour plus de 3 millions d'entre eux, de précarité pour plus de 5 millions d'entre eux. Au revoir. Au revoir. Brésilienne, cigane, jazz ou rock, All Star vous invite aussi à ses soirées à thème les vendredis et samedis. C'est-à-dire la langue, la cervelle, et puis avec les oreilles également quand il s'agit du bœuf. Des spectacles, des animations gratuites. Sam Brown, donc, est stop. Europe 1 avec Maryse Gildas. Bonjour Maryse. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On applaudit Maryse Gildas, qui est une grande voix d'Europe 1. Attendez Maryse, on ne vous a pas entendu. Maryse, oui. Oui. Non, je voulais dire bonjour à un gros baiser à André Torrent, que je vois, et puis à Plastique, et chez vous, Plastique Bertrand. Oui, oui. Là, il y a Max Meignier. il y a un moment que je ne l'ai vu, puis Max, bien sûr. Alors Maryse, vous avez débuté à la radio comme speakerine. C'était quoi speakerine à la radio? Speakerine, j'ai démarré en 60... j'ai démarré ici, à vous dire franchement. J'attendais ma fille, et puis comme j'ai dû accoucher, j'ai dû partir 15 jours avant, quand même pour accoucher, ils m'ont pas reprise après. Donc je suis passée à Europe, et ça fait 27 ans que j'y suis. C'est quoi le métier de speakerine? Alors speakerine, c'était simplement lire les pubs, hein. Il n'y avait pas de cassette enregistrée à cette époque, donc on lisait les pubs... en direct. Donc c'était ça, la speakerine lisait les pubs. Mais alors, elle donnait l'heure, elle disait c'est Europe 1, ou Europe numéro 1 à l'époque. À l'époque, Europe numéro 1. Et oui, et puis les pubs en direct, mais c'est tout, hein, pas un mot plus haut que l'autre, ni rien, pas de dialogue, rien. Chère Maryse, votre voix est tellement identifiée à Europe 1 que vous n'avez jamais eu l'occasion de pouvoir travailler ailleurs. Si vous... Non, c'est vrai. Ça vous a manqué ou pas? Écoutez, non, parce que c'est ma maison, j'y suis bien, je ne serais pas restée 27 ans si j'avais pas été bien. J'ai dû partir à un moment, j'aurais pu partir pour la télé, et il fallait que je quitte Europe. Et très sincèrement, je ne suis pas allée. Alors, Maryse Gildas, vous avez travaillé... Maryse, vous avez travaillé avec Coluche. Alors, est-ce que Coluche, pour vous, a révolutionné le monde de la radio ou pas? Bien sûr. Oui. Bien sûr qu'il a changé le langage. Mais tous les amis qui sont autour de vous, là, vous le diront. Je crois vraiment qu'il a révolutionné le langage. On parle plus, depuis Coluche, on ne parle plus de la même façon à la radio. On ne disait pas merde à la radio, on le dit maintenant. Hein. Grâce à lui, enfin grâce ou à cause, je ne sais pas. Hein. Est-ce que vous avez eu du mal à travailler avec un... Parce que vous avez changé complètement votre style avec Coluche. Bon, oui, je crois avoir une qualité, et dans ce métier, je crois que je m'adapte bien. Et j'aime, moi, le mot faire valoir, si on doit me coller cette étiquette, ça ne me dérange pas, parce que je l'aime bien, à la limite. Moi, je m'ennuie seule à l'antenne. Moi, j'ai besoin d'un ping-pong, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Et j'ai toujours eu des... que ce soit Drucker, que ce soit Gildas, que j'ai fini par épouser, oui, finalement. Vous voyez, non, j'ai besoin d'un répondant, moi.
Je suis faite comme ça. Et maintenant, vous êtes avec Amadou, c'est ça, non? Oui, depuis 6 ans. Depuis 6 ans, Depuis 6 le ans, matin et sur puis Europe. là, avec Jean-Yves Lafesse, maintenant, vous connaissez sans doute. Bien sûr, bien sûr, on le C'est connaît. pas triste non plus. Et je m'amuse, enfin, je crois, enfin, j'espère avoir l'honnêteté d'ici quelques années. Je ne sais pas combien de temps ça durera encore, hein, parce que maintenant, ma carrière est sur la fin. Mais c'est quand même 27 ans de radio, je ne vais pas en faire 40 ans. Je voudrais avoir l'honnêteté, je ne sais pas si j'en serais capable, mais je voudrais avoir l'honnêteté de dire le jour où cette petite lumière rouge ne fait plus une vibration, ne me donne plus les sensations qu'elle me donne encore, et la passion que j'ai, j'aurai le courage d'arrêter. Je voudrais avoir ça, j'espère, hein, j'essaie d'avoir ce courage d'arrêter si vous n'avez plus le matin en vous levant en disant... plus la petite lumière à l'intérieur. Là, tous les matins, je me lève à 6 heures, mais je suis tellement heureuse de venir. Alors bon, pour l'instant, c'est comme ça. Mais le jour où j'aimerais moins ça, parce que je pense que dans la voix, ça doit s'entendre. Quand on n'a plus la même passion, ni le même bonheur, quoi. Merci pour votre talent, Maryse. À bientôt. Je vous embrasse. Merci. C'est vrai. Et ma dernière question à vous tous, et à toi André, quand tu te lèves le matin, le week-end, le matin pour réveiller les auditeurs, est-ce que tu n'en as pas à un certain moment ras-le-bol? Non, il y a une fraction de seconde qui est difficile, c'est la sonnerie du réveil, qui momentanément, pendant une fraction de seconde, me met de mauvaise humeur. Et puis simplement, imaginez que je me lève 1 heure avant tous ceux que je vais réveiller, je le dis en boutade à ma famille, je me couche tôt la veille parce que je vais réveiller la France. Je le dis en boutade, bien entendu, je n'ai pas la prétention de réveiller toute la France, mais c'est une mission. Et même la radio, c'est une leçon d'humilité aussi, la radio du matin, parce qu'on est là pour donner l'heure, pour donner la météo, parce que ce sont les 2 grandes questions du matin, avant d'écouter les journalistes. Quel temps fait-il et quel jour sommes-nous? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ne savent même pas comment ils s'appellent, ils ne savent même pas quel jour. Et là, il y a vraiment, je pense que si... Parce qu'on dit que la radio le matin, c'est frustrant, parce qu'on est limité à donner l'heure. Ou... Ah oui, sur ce plan-là, oui, je suis content de pouvoir m'exprimer dans ce genre de débat, parce que j'ai tout à coup l'impression de faire du texte, alors que c'est pas possible le matin, mais c'est pas le but non plus. Le matin, il ne faut pas saouler les gens, on n'est pas là pour raconter sa vie, on est là pour rendre service. Et donner l'heure, il faut le donner, c'est un cadeau, donner l'heure. Donc on peut exister en radio, simplement en donnant l'heure. Jean-Claude Gerlache, qui est dans le public là, Challenger sur l'antenne de BRTL, qui représente la jeune génération de la radio. Jean-Claude, comment vous réagissez, comment tu réagis un peu à tout ce qui est dit aujourd'hui sur ce plateau? Après tout ce que j'ai entendu, le mot qui revient le plus souvent, et ça me fait plaisir, c'est le mot passion. Je pense qu'il y a plus de gens passionnés dans le monde de la radio que dans le monde de la télévision. Justement, je pense que tous les invités l'ont dit, à cause de cette proximité, à cause de cette relation plus étroite entre l'animateur et... C'est vrai que le mot passion existe plus en radio. Oui, je pense, oui. T'as raison, Tignac. Maintenant, ce qui est regrettable, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. On a parlé de la radio avec des termes très nostalgiques, on a parlé des débuts, on a parlé de... c'est un peu le but de l'émission. Oui, c'est sûr, mais on n'a pas tellement parlé des jeunes animateurs belges. Il y en a plein. Moi, j'en ai pas entendu un seul. Je suis le premier à en parler, on a parlé de... Tu les représentes tous, Jean-Claude, aujourd'hui. Tu les représentes tous. C'est pour ça que je te faisais un petit clin d'œil. Alors, je ne sais pas s'il est considéré comme vieux ou comme jeune, c'est Jean-Pierre qui est avec nous. Jean-Pierre Foucault. Je préférerais jeune, à choisir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez de passion, parce qu'avant tout, c'est ce qui nous habite les uns et les autres. Vous n'êtes pas de mon avis? Ben, bien sûr. Vous connaissez André Torrent, Max Meignier, tous les copains d'RTL? Absolument pas. Ils sont tous autour de moi. Alors, vous avez connu beaucoup de stations, Jean-Pierre Foucault. Oh, pas tellement, j'en ai connu 3 principales. Europe 1, RMC. La première, c'est RMC, Europe 1 et RTL, il y a quelques semaines encore, oui. Alors, mais quand même, RMC reste votre passion. RMC reste ma passion et RMC est à l'image d'RTL. Si vous voulez, la force d'RMC, tout comme la force d'RTL, c'est qu'on pouvait considérer que c'est toujours une vraie famille. Hein, je pense que ce n'est ni André Torrent ni Max Meignier qui vont me contredire. C'est vrai que c'est une vraie famille et qu'on change rarement de famille. C'est pourquoi je suis resté 20 ans à RMC, 5 ans à RTL et puis attiré par d'autres choses de retour à RMC. Vous êtes de nouveau à RMC ou vous êtes le patron de RMC maintenant? Voilà, oui, mais enfin bon... Ça ne change rien à l'affaire, disons. Non. Non, mais ne soyez pas modeste, Jean-Pierre. C'est pas un manque de modestie, mais c'est simplement le fait d'avoir retrouvé avec plaisir, si vous voulez, l'ambiance qui fait qu'on est bien d'abord dans les locaux et que ce bonheur ne peut que transparaître à l'antenne. Donc pour vous, la radio, c'est véritablement la passion. Vous qui avez connu la télévision, vous y revenez. Vous avez besoin des 2 médias pour faire carrière, Jean-Pierre Foucault? Incontestablement, oui, des 2, mais incontestablement, la radio est le média le plus fort. Le plus fort peut-être parce qu'il n'y a pas d'image.
Si je vous disais simplement là maintenant que je suis à côté de Marseille, face à la mer, que je suis presque les pieds dans l'eau tout de suite, Léon Foucault, votre imagination va vagabonder, vous allez vous-même construire votre décor comme il vous convient, comme il vous plaît, avec les couleurs que vous aurez choisies. Tandis qu'à la télévision, bien par la force des choses, on est obligé d'imposer des choses. Alors, le mot magique pour RMC, c'est la radio du soleil. Est-ce que vous allez redonner beaucoup de soleil à cette station en la reprenant? C'est indispensable. Il y avait pas mal de nuages. Hein. Ouais. Donc on va essayer de faire lever le Mistral pour qu'il pousse ces nuages. Et il va falloir que le soleil revienne. Et d'ailleurs, depuis le 29 août, démarrage des nouveaux programmes d'RMC, je crois que le soleil est revenu sur l'antenne. Vous avez un Belge qui travaille à RMC depuis des années, José Sacré, comment va-t-il? Il va très... Il y a non seulement un Belge à l'antenne, José, qui présente Entrée libre chaque soir de 22h à minuit, mais il y a aussi un Belge à la direction des ressources humaines. C'est dire que nous sommes dans de bonnes mains. Hein. C'est tout à fait, tout à fait. Merci mon cher Jean-Pierre, à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Mille fois merci à vous tous d'être venus. Est-ce que quelqu'un a un petit mot à rajouter? Un petit mot simplement pour dire qu'aujourd'hui, un tube, ça se fait par la radio et plus par la télévision. Avant, on faisait une grosse émission de télé, c'était un carton partout. Aujourd'hui, on n'a pas la radio, on est nulle part. On a besoin de la radio pour arriver à faire un succès commercial pour un disque. Si on vous Jean-Claude Mélissier, si on vous engage, vous venez? Ah, tout de vous suite. repartiriez dans l'aventure radio? Tout de suite, avec 2 cannes peut-être, mais enfin... Attendez, je voudrais conclure avec Gérard Vallée, qui est très actif encore en radio, puisque vous avez le projet de créer une radio, Gérard, non? Celle qui manque ce soir, parce que une radio qui crée. Je pense que quand on a fait la réflexion de passion pour la radio, c'est assez logique, parce que vous ne pouvez pas être accusé d'avoir le goût d'être une vedette. Vous pouvez très bien passer inaperçu en faisant de la radio, et c'est d'ailleurs merveilleux d'entendre des critiques parce que les gens ne savent pas qui vous êtes et on entend cet affreux ce truc-là, etc. Donc on en prend plein la vue. Ce qui n'est pas possible en télévision. On peut faire de la télévision pour la gloriole. La radio, on l'a fait effectivement par passion. Et puis alors je rappelle le disque de Plastique Bertrand qui va passer sur toutes les radios et qui passe déjà sur toutes les radios. Qui s'appelle Sud Diagonale. Avec le titre principal qui est Les joueurs de Chic Chic. Est-ce qu'on le voit bien? Regardez, hop, qu'on voit bien le compact. Ici, sur cette caméra. Voilà, c'est bien. Mille fois merci à tous. À bientôt. À mardi prochain.